Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le stage que j'ai pu effectuer pendant 2 mois grâce à l'IT2I et l'École Centrale de Nantes. J'ai choisi comme destination le Canada car c'est un pays que je voulais découvrir depuis longtemps. De plus, l'anglais étant la langue principale, cela va me permettre de la parler tous les jours afin de l'améliorer. Je vous emmène donc avec moi dans ce voyage rempli de découvertes et d'apprentissage. Let's go! Cette vidéo sera découpée en 2 parties. Dans un premier temps, je vais parler de mon stage dans sa globalité. Et, dans un second temps, je vais vous présenter l'étonnement que j'ai eu au cours de ce stage. Je suis donc parti le 28 juin de Nantes pour atterrir à Montréal. Je suis resté quelques jours dans cette grande ville du Canada pour ensuite prendre le train afin de me rendre à ma destination finale, Cobourg. C'est une petite ville de 20 000 habitants située sur les bords du lac Ontario. Elle se trouve à une centaine de kilomètres à l'est de Toronto. Cobourg est une ville très touristique l'été car elle dispose d'une plage, d'un port de plaisance et de nombreux parcs. Des activités y sont proposées comme par exemple le Sandcastle Festival qui réunit beaucoup de visiteurs pour admirer les créations de professionnels venus de tout le Canada. Cette ville est donc un endroit propice pour que mon stage se déroule dans les meilleures conditions. Pendant ces 2 mois, j'ai effectué mon stage dans l'organisation Habitat for Humanity. C'est une organisation non gouvernementale qui est spécialisée dans la construction de maisons pour les personnes à faible revenu. Cette organisation a été créée en 1976 et est présente dans de nombreux pays. À ce jour, elle a permis à plus de 13 millions de personnes d'avoir un logement décent et abordable. Pour ma part, j'ai travaillé pour celui de Cobourg, appelé Habitat for Humanity Northumberland, qui couvre plusieurs villes aux alentours. Celui-ci est composé d'une quinzaine de personnes, dont un peu plus de la moitié qui travaillent à temps plein. Ces personnes sont divisées en 3 secteurs différents, le restore, la partie administrative et le chantier. J'étais donc le plus souvent avec les personnes de la partie chantier qui étaient composées de Deb, la gérante du service construction, Léa, qui assistait le chef de chantier, Melissa, la coordonnatrice des bénévoles, et Bill, un volontaire qui était avec nous pratiquement 2 fois par semaine. C'était donc les 4 principales personnes avec qui j'ai travaillé durant ce stage. Pour pouvoir construire des maisons à bas prix, Habitat for Humanity doit trouver de l'argent. Et pour ceci, il repose sur un principe de fonctionnement très simple, la donation de biens. En effet, particuliers ou entreprises peuvent donner des objets ou des matériaux. Ces dons vont être réparés ou mis à neuf si besoin pour ensuite être vendus dans le restore. Ils peuvent être de différentes natures, comme par exemple du simple outil de bricolage à une cuisine tout entière. Les donations peuvent être de toutes sortes, par exemple la région Northumberland County a donné une de ses ambulances qui sert dorénavant de camion de chantier et une remorque qui sert de cabane de chantier. L'argent récupéré grâce à ces dons vont permettre de payer les salaires des personnes qui travaillent pour cette association, les locaux et bureaux occupés par Habitat for Humanity et l'achat des matériaux pour la construction de maisons. De plus, des entreprises de construction font souvent des dons de matériaux, ce qui permet à Habitat de faire des maisons à moindre coût. Il faut savoir qu'à Cobourg, les maisons coûtent en moyenne 250 000 $, alors que les maisons construites par Habitat for Humanity coûtent aux alentours de 150 000 $. De plus, c'est généralement la ville qui fournit les terrains pour la construction de maisons. C'est grâce aux différents dons et aux bénévoles qu'Habitat for Humanity fonctionne et permet aux personnes dans le besoin d'avoir un toit. Mon stage a tout d'abord débuté par une journée prévention où j'ai dû notamment effectuer plusieurs tests par rapport à la sécurité, la dangerosité des produits et tous les risques qui peuvent arriver sur un chantier. J'ai dû passer des tests plus spécifiques sur la sécurité des employés dans le cas où je superviserais des bénévoles. Ensuite, j'ai enfin pu aller sur mon premier chantier. Il se situe à Port Hope, une ville proche de Cobourg. Le projet comprenait la réalisation de 7 maisons, dont 6 mitoyennes et une non mitoyenne. Pour ma part, je suis arrivé dans la phase de finition de la dernière maison. Ces maisons sont les mêmes d'extérieur, seule l'orientation change. Il y a juste quelques changements au niveau de l'aménagement intérieur. Par exemple, des toilettes au rez-de-chaussée pour une facilité d'accès. Le système de construction reste le même pour toutes les maisons construites par l'association de Cobourg. Les maisons sont composées majoritairement de bois, mais il y a quand même des parties en béton. En général, la partie du sous-sol, qui comprend les fondations, les murs de soutènement et la dalle, ainsi que le mur central séparant les 2 maisons, sont en béton. Toutes les autres parties structurelles, ou non, sont en bois. Pour en revenir au chantier, celui-ci était donc pratiquement fini lorsque je suis arrivé. J'ai réalisé des missions simples au début pour me familiariser avec l'équipe, les outils et les méthodes de travail. Par exemple, j'ai fait les joints des plaintes dans toute la maison. J'ai donc fait beaucoup de petites missions durant 2 semaines environ et notamment beaucoup de nettoyage. J'ai pu assister à la remise des clés de la maison à la famille. Cela m'a permis de voir dès le début pourquoi je voulais travailler dans une association de ce type. En effet, j'avais à cœur d'aider des personnes en difficulté et ce stage était l'occasion de le faire. Une fois la maison finie, il y a eu environ 2 semaines moins intenses car c'était la transition entre 2 chantiers. Pendant ce temps-là, cela m'arrivait de travailler dans le restore,
afin d'avoir toujours quelque chose à faire pour me rendre utile. Par exemple, pendant 2 jours où il y avait un creux, j'ai construit la charpente pour un petit abri à côté du restore avec un bénévole. De plus, cela arrivait que moi et ma chef nous retournions à Port-Hope, dans le quartier avec les 7 maisons, pour effectuer quelques légers travaux de finition dans les différentes maisons. Je commençais petit à petit à avoir plus de responsabilités car ma chef avait confiance en moi. Ensuite, le deuxième chantier sur lequel j'ai pu travailler était une rénovation de 2 maisons mitoyennes. Elles se situent à Cobourg et ont été construites au 19e siècle. Ces 2 maisons servaient de logement aux prêtres qui exerçaient leur fonction dans l'église à côté. Elles ont été cédées par la suite à la ville de Cobourg qui en ont fait des locations. Les derniers locataires sont partis il y a 5 ans, puis les maisons ont été laissées à l'abandon. Habitat for Humanity a racheté les 2 propriétés pour les revendre aux personnes plus démunies. La première fois que je suis rentré dedans, je suis ressorti directement à cause de l'odeur qu'il y avait à l'intérieur. En effet, dans une des maisons, il y avait une famille avec beaucoup d'animaux, comme vous pouvez le voir sur les photos. L'intérieur des gaines de ventilation était entièrement recouvert de poils de chien. Les conditions de travail n'étaient donc pas des plus agréables. La première chose que nous avons fait avec ma chef, c'était de voir s'il y avait des travaux à faire dans la structure porteuse, car c'est ce qui coûtait le plus cher. Même si par endroits les poutres ont un peu fléchi, cela ne nécessitait pas forcément des travaux structuraux. Une sorte de chape pourra être coulée ensuite pour rattraper les différences de niveau. Une fois que ceci a été effectué, j'ai pu prendre les cotes à l'intérieur de la maison pour pouvoir faire des croquis. Ceux-ci ont ensuite été envoyés à un dessinateur qui les a remis sur informatique. Ensuite, nous avons pu commencer différents travaux à l'extérieur, comme enlever leur sorte de terrasse fabriquée à partir de palettes. De plus, nous avons enlevé certains arbres et protégé d'autres car la ville de Cobourg prend soin de conserver certains arbres. En effet, ils nous ont envoyé un plan avec les arbres pouvant être enlevés et ceux qui devaient être conservés. Il y avait aussi un autre point sur lequel la ville était attentive, l'héritage. La ville oblige de conserver certaines parties historiques de la maison qui datent de la construction de la maison. Par exemple, il y a plusieurs fenêtres qui doivent être conservées. Il y aura juste besoin de poser un écran pour limiter les déperditions thermiques au niveau de ces fenêtres. J'ai pu assister à plusieurs réunions avec le service bâtiment de la ville de Cobourg pour discuter de ces choses justement et des différents permis de démolition. À l'intérieur des maisons, nous avons commencé par enlever toutes les gaines de ventilation dans les sous-sols. Ensuite, il a fallu sortir tout ce qui pouvait rester, comme meubles ou autres affaires présentes dans la maison. Une fois cela effectué, nous avons enlevé une couche de plancher que les locataires avaient rajoutée. Sur ce chantier, j'ai pu avoir plus de responsabilités car il y avait des volontaires présents sur le chantier. Quand il y en avait beaucoup, environ une quinzaine, ma chef dirigeait une équipe dans une maison et je dirigeais une autre équipe dans l'autre maison. Je devais veiller à ce que chaque volontaire ait toujours quelque chose à faire, mais le plus important restait la sécurité au sein du chantier. Il fallait donc commencer par sortir tout ce qui pouvait rester comme meubles ou autres affaires présentes dans la maison. Ensuite, il fallait enlever tout ce qui n'allait pas être réutilisé pour la rénovation, comme les cuisines, le parquet et certaines menuiseries intérieures. De plus, je devais de mon côté préparer des réservations dans les cloisons et dans les planchers pour que l'électricien puisse passer des câbles. Pour finir, j'ai remis à neuf l'escalier qui permettait l'accès au sous-sol d'une des maisons, car celui-ci était très vieux et donc très dangereux. Pendant ce stage, j'ai rencontré des difficultés, au début notamment, pour m'exprimer car mon accent anglais n'était vraiment pas très bon. Be you, be proud of you because you can do what we want to do. Mais au fur et à mesure de parler la langue tous les jours, je me suis amélioré, ce qui m'a permis de tenir des discussions sans problème avec ma chef. De plus, toutes les tâches que j'ai pu effectuer étaient nouvelles pour moi, car même avec les différentes tâches que j'ai fait, jamais je n'avais fait de finition ou autre chose de ce type, donc il a fallu que j'apprenne au fur et à mesure du stage. Ensuite, j'ai eu du mal avec les unités de mesure, et notamment celle pour mesurer les longueurs, le pouce. En effet, celui-ci est totalement différent du système métrique que l'on peut connaître. Mais, à force de l'utiliser, j'ai réussi à m'en servir. Comme je l'ai déjà dit précédemment, le Canada est un pays où je voulais aller, j'ai donc pu en profiter grâce à ce stage. De plus, je voulais faire de l'humanitaire que ce soit en France ou dans un autre pays. Mon travail dans cette association m'a permis de réaliser cela. Une autre chose que je voulais faire par rapport à ce stage, c'était de travailler plus sur terrain que dans les bureaux. En France, je travaille en bureau d'études et je n'ai eu qu'une seule expérience sur terrain durant toute ma scolarité. Cela m'a donc permis de changer un peu du quotidien et d'apprendre des notions dans différents métiers de la construction. De plus, le bois était un matériau avec lequel je n'avais jamais travaillé. J'ai donc pu découvrir un peu plus de choses là-dessus. Le seul point négatif que j'ai trouvé durant ce stage est le fait que je n'ai pas pu voir de phase de construction. Je n'ai donc pas pu voir les méthodes de construction qu'ils utilisaient, ce que je trouve dommage. Je pense que j'aurais trouvé intéressant de plus travailler sur la structure du bâtiment. Heureusement, j'ai eu la chance d'être avec des personnes qui m'ont appris plein de choses, notamment Deb, et je leur en remercie. Ce stage m'a donné envie de voyager et de découvrir de nouvelles cultures, car c'est quelque chose que je faisais très rarement.
Lorsque je suis arrivé au Canada, et notamment à Cobourg, j'ai trouvé la ville très jolie, notamment grâce à la présence de parcs et d'espaces verts. Même si l'été a été très chaud au Canada, les pelouses des espaces publics ou des particuliers étaient toujours très vertes. Cela est dû en partie à un arrosage très fréquent des pelouses. J'ai alors effectué quelques recherches sur ce sujet, et j'ai vu que les Canadiens et notamment la région du Québec faisaient partie des plus grands consommateurs d'eau potable au monde. J'ai aussi pu voir qu'ils mettaient en place des solutions pour réduire cela. Avec les informations recueillies, j'en suis arrivé à la problématique suivante. Malgré le fait que l'eau soit la ressource naturelle la plus importante, le Québec peut-il continuer à consommer autant de cet or bleu? Pour répondre à cela, je vais m'appuyer sur les recherches documentaires que j'ai effectuées et sur l'interview de professionnels sur ce sujet. J'ai pu avoir un entretien avec 3 personnes par téléphone qui sont M. Rodriguez-Pinzon, Madame Petit et Madame Simard. Je vais découper mon plan en 3 parties et dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet et comment fonctionne l'accès à l'eau potable au Québec. Ensuite, je vais expliquer pourquoi le Québec consomme beaucoup d'eau et quelles en sont les conséquences. Pour finir, je vais parler de solutions qui ont été mises en place pour limiter cette surconsommation. Pour commencer, j'étais surpris par la chaleur qu'il faisait au Canada. En effet, je m'étais imaginé un pays où il faisait moins chaud qu'en France, mais finalement je m'étais trompé. Pendant les 2 mois, il faisait environ entre 30 et 40 degrés l'après-midi avec un temps très lourd. De plus, il n'a plus que 7 jours au total pendant les 2 mois de mon stage. Alors que le temps était très sec et qu'il n'y a eu que très peu de pluie, je voyais tous les jours des personnes arroser leur pelouse ou bien nettoyer leur voiture. Je trouvais cela très étrange de faire ça en plein été, et encore plus lorsqu'il pleuvait. J'ai donc voulu en savoir un peu plus car l'eau est toujours un sujet d'actualité qui demande beaucoup d'attention étant donné son importance. De plus, avec les différentes sécheresses ou pénuries d'eau qu'il y a eu lors de l'été dernier en France, j'ai trouvé intéressant de parler de ce sujet. C'est d'autant plus important quand on sait que 17% de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'eau potable. Au Canada et au Québec, l'eau est un bien public auquel tout le monde a accès. Ce pays fait partie des 9 géants de l'eau qui se partagent 60% des ressources naturelles d'eau douce dans le monde. Il n'y a donc pas de problème pour ce qui est de la disponibilité de l'eau à l'intérieur du pays. L'eau provient de différentes sources d'eau potable à proximité de différentes villes, qu'elles soient à la surface ou souterraines. Par exemple, pour la ville de Montréal, c'est le fleuve Saint-Laurent qui alimente majoritairement la ville. L'eau est donc captée en amont où elle va subir de nombreux traitements dans différentes usines pour qu'elle devienne potable. Ensuite, elle va pouvoir être distribuée aux différents usagers via le réseau d'aqueducs qui dessert toute la ville. L'eau potable est donc sous contrôle public. Ce sont les municipalités, les villes ou les villages qui gèrent l'approvisionnement en eau. Il existe de nombreuses causes qui expliquent cette surconsommation. Voici les principales. La première est le taux de fuite présent dans le réseau de distribution de l'eau potable. En 2001, il y avait environ 35% de fuite sur les réseaux de distribution d'eau au Québec, contre 25% pour l'ensemble du pays. Pour comparer, en France, cela représente 20% depuis 2000. Les chiffres canadiens restent approximatifs et ceci est notamment dû à une autre cause de surconsommation, l'absence de compteur d'eau. En effet, la plupart des habitations, que ce soit des maisons individuelles ou collectives, ne disposent pas de compteur d'eau. Celles qui en ont ne servent que de base de calcul pour établir des moyennes. Les habitants n'ont donc aucune idée du volume d'eau qu'ils consomment. Il n'y a que les ICI, industries, commerces et instituts, qui en ont et ce n'est qu'une faible part. Troisièmement, le prix de l'accès à l'eau est très faible au Canada. Comme ils n'ont pas de compteur d'eau, ils ne payent pas en fonction de ce qu'ils consomment. Ils payent un petit pourcentage qui est inclus dans la taxe foncière annuelle. Celui-ci étant proche de zéro, les Québécois ne se soucient pas de la facture qu'ils vont recevoir, ce qui provoque de la surconsommation. D'après M. Rodriguez-Pinzon, quand l'eau n'est pas tarifée au volume, les gens sont peu au courant de leur consommation. Ils ne reçoivent pas de facture mensuelle comme pour l'électricité. La dernière raison est liée à la mentalité de certains Québécois. En effet, ils n'hésitent pas à arroser leur pelouse ou nettoyer leur voiture comme bon leur semble. En 2001, la consommation moyenne d'un Québécois avoisinait les 780 litres par jour par habitant, ce qui est énorme. En 2012, celle-ci est passée à environ 600 litres par jour contre 470 litres par jour pour un Canadien et 150 litres par jour pour un Français. Comme le dit Madame Simard, ici justement on a énormément d'eau et que les gens peuvent peut-être la prendre un petit peu pour acquis. On peut voir que toutes ces causes provoquent une surconsommation et un gaspillage important d'eau potable. Tout d'abord, cela provoque un déficit financier important car la surconsommation entraîne un coût supplémentaire pour tout ce qui est traitement des eaux usées. À Montréal, en 2015, 500 000 m3 par jour étaient perdus à cause des fuites, l'équivalent de 200 piscines olympiques. Sachant qu'il faut 1,5 $ pour produire, distribuer et nettoyer un mètre cube d'eau, rien que la ville de Montréal perdait 750 000 $ par jour. On voit bien qu'il y a un enjeu très important autour de cela, afin de permettre d'économiser de l'argent. La deuxième conséquence, plus importante que la première, est sur le point de vue écologique. Dans le contexte actuel, avec le réchauffement climatique, on ne peut pas se permettre de gaspiller autant d'eau. En effet, la hausse de température provoque une évaporation plus intense des cours d'eau.
De plus, cela va aussi engendrer l'assèchement des nappes phréatiques, faisant de l'eau une ressource rare. Il y a uniquement 0,7% de l'eau douce sur la planète qui est consommable. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la préserver. Même si on dit que la planète Terre, effectivement, c'est composé de plus de 70% d'eau. Et malgré cette impression d'avoir une ressource inépuisable au Québec, on a des municipalités qui se retrouvent l'été, en période de sécheresse, à plus avoir de réserve d'eau. Donc on a besoin de continuer à réduire notre consommation d'eau potable en tant que citoyen. Depuis 1900, la population mondiale a triplé et la consommation d'eau a été multipliée par 6. Cela, couplé avec le réchauffement climatique, peut provoquer un épuisement drastique de l'eau douce. Il faut donc réfléchir et trouver des solutions pour limiter cette surconsommation. Depuis 2000, le Québec a mis en place différents moyens pour essayer de lutter contre toutes les causes vues précédemment. On peut noter que les Québécois ont baissé leur consommation d'eau potable. Elle est passée de 777 litres par jour à 620 litres par jour en 10 ans. Mais c'est en 2011 que le premier gros changement va arriver. Le Québec lance un programme appelé Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, avec deux grands axes majeurs qui sont une réduction de 20% de la quantité d'eau consommée par habitant par rapport à 2001, une réduction du taux de fuite pour l'ensemble du réseau de distribution d'eau potable à un maximum de 20% du volume d'eau total distribué par jour. L'échéance de ce programme est en 2016, cela a donc laissé 5 ans au Québec pour essayer d'atteindre ces objectifs. Différents types de travaux ont donc été réalisés. 85% des canalisations ont été auscultées pour repérer les endroits où les fuites sont présentes. Depuis 2012, c'est près de 50 000 fuites d'eau qui ont été réparées. Même si des moyens importants ont été mis en place pour réparer ces canalisations, le taux de fuite en 2016 est à 26%, ce qui est bien au-dessus de l'objectif de 20%. En revanche, pour ce qui est de la consommation d'eau, celle-ci est à 551 litres par jour en 2016. Même si ce chiffre reste élevé, on peut noter une baisse de 29% par rapport à 2001, ce qui est supérieur aux 20% attendus. Ceci est notamment dû aux différentes actions mises en place par la stratégie. Pour commencer, des compteurs d'eau ont été installés pour connaître la consommation des usagers et déceler plus facilement les fuites à l'intérieur du réseau. Par contre, ces compteurs ne sont installés que pour les ICI. Les bâtiments résidentiels sont exempts de compteurs d'eau sauf exception. Le but à terme serait de mettre en place une tarification de l'eau. Par exemple, il y aura une base gratuite et lorsque le seuil de gratuité est dépassé, l'usager paye le surplus. Mais d'après Madame Simard, et ça va vraiment à l'encontre du principe selon lequel l'eau c'est un bien commun et que on ne devrait pas payer pour l'eau au volume, c'est trop vital, et à partir du moment où on commence à payer pour l'eau, mais ce sont les ménages les plus défavorisés qui vont subir les conséquences qu'elles n'arrivent pas à payer par exemple. Ensuite, la région a lancé une campagne de sensibilisation afin d'informer la population sur des méthodes et des pratiques à adopter. Par exemple, le simple fait de changer ses appareils par des modèles faible consommation permet de réduire significativement sa consommation. Beaucoup dans la salle de bain, mais également à l'extérieur, l'arrosage de la pelouse. On appelle ça le syndrome de la pelouse verte ici. Pas besoin d'avoir une pelouse verte en tout temps. Les pelouses sont jaunes, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'avoir une pelouse verte en tout temps. Puis si jamais on veut l'entretenir, on peut réutiliser l'eau de pluie en fait pour pouvoir arroser son jardin, nettoyer sa voiture, etc. Ce sont des petits gestes en fait qu'on peut intégrer dans notre quotidien pour continuer de réduire la consommation d'eau potable. Ceci a aussi vu naître différentes associations pour lutter contre la surconsommation d'eau et le gaspillage. Par exemple, la ville de Montréal a créé l'association Patrouille Bleue. Ce sont des étudiants qui arpentent les rues de Montréal pour sensibiliser les passants sur l'utilisation de l'eau de manière plus responsable. Depuis sa création en 2010, la Patrouille Bleue recouvre les 19 arrondissements de Montréal et a déjà sensibilisé plus de 50 000 personnes. On voit que cette stratégie reste limitée en termes de résultats. Même s'il y a une baisse de la consommation, le but était de rejoindre la moyenne nationale, sauf que celle-ci a aussi baissé pendant ce temps, pour avoisiner les 441 litres par jour en 2015. Pour finir, on peut voir que le Québec essaie de mettre en place des solutions pour remédier à cette surconsommation. De plus, ils peuvent compter sur les nombreuses associations qui se sont créées pour sensibiliser les citoyens. Mais il reste encore de gros progrès à faire quand on voit qu'en 2016, ils consomment 3 fois plus d'eau potable qu'un Français. Pour conclure, le Canada et notamment le Québec sont des endroits où les ressources en eau sont abondantes. Même si l'eau est une ressource qu'il faut économiser, les Québécois sont connus pour surconsommer et gaspiller l'eau potable. Ceci est dû à de nombreuses raisons comme les fuites dans le réseau de distribution, le prix de l'eau, l'absence de compteurs et la mentalité des habitants. Cela provoque des dégâts tant sur le plan financier que sur le plan environnemental. Cependant, le Québec a pris conscience des enjeux liés à l'eau et il essaie de mettre en place des solutions pour remédier à cela. Différents moyens ont été mis en place pour répondre aux problèmes liés à l'eau. Si une utilisation responsable de l'eau est nécessaire, le Québec doit redoubler d'efforts pour pouvoir limiter ses pertes d'eau potable. Pour aller plus loin, le Québec devrait lancer d'ici 2019 une nouvelle stratégie sur l'eau appelée SQE. Celle-ci se voudrait plus large que la première car elle porte aussi sur la qualité de l'eau et notamment les questions environnementales sur la préservation de la faune et la flore. Cela montre la volonté du Québec à vouloir faire des efforts sur ce sujet. Il reste à voir si ces différents moyens vont porter leurs fruits.